Grégory, peux-tu nous expliquer la genèse donc, de la méthode Q-Sync qui a été développée par Calia Performance? Alors, la genèse, elle est effectivement ancrée dans mon expérience. À partir du moment où je me suis rendu compte que les techniques qui sont liées aux sciences de l'ingénieur, à savoir cadrer des organisations avec des normes, avec également des procédures pour expliquer comment faire le travail, des techniques également qui sont pas mal utilisées dans beaucoup d'organisations. Alors on peut critiquer et on peut émettre en tout cas des réserves par rapport à l'application de ces outils-là, comme le Lean, comme le WCM, puisque en fait moi je suis le fruit de ces outils-là quelque part. En fait, j'ai été éduqué avec des outils d'amélioration continue. On a également le PDCA, les DMAIC, les Kaizen, tous ces outils-là. Et donc malgré ma bonne volonté, malgré en fait mon souci d'accompagner les personnes, les acteurs, de leur donner des explications, de les sensibiliser, en fait, je me rendais compte qu'il y avait toujours, en fait, à un moment donné, une limite à tous ces outils, voire même parfois des contre-effets, voilà, des effets que je n'arrivais pas à maîtriser, que je n'arrivais pas à évaluer. Voilà, je peux te parler par exemple des effets assez récurrents du style, voilà, en gros, encore un qualiticien ou encore un ingénieur qui va nous expliquer un énième chantier pour améliorer encore la performance de l'organisation, mais en fait finalement on va toujours avoir un peu la même histoire, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sera parti, ben, ça va mourir. Voilà, donc ça c'est un exemple. Le fait aussi d'avoir un service qualité un peu isolé, parfois un peu pointé du doigt parce que on est un peu considéré comme des empêcheurs de tourner en rond, hein, pour reprendre des expressions assez connues. Mais voilà, globalement, on parle beaucoup d'organisation, on essaie de décloisonner avec une approche processus, mais on se rend compte que finalement derrière les processus, il y a toujours des jeux de pouvoir, il y a toujours des responsables de service qui veulent garder la main sur leur service, donc du coup on va mettre pour un processus qui est censé en fait, être transversal et transversaliser en fait, les activités, on va mettre un titre de gestion des ressources humaines ou service achat, voilà. On voit qu'il y a une espèce de façade et que ça ne fonctionne pas bien. Et c'est ce qui m'a amené à un moment donné à m'interroger, à me remettre en question et à utiliser les sciences sociales, les sciences humaines plutôt, pour essayer de faire une qualité autrement. Donc là, tu nous as expliqué la genèse de cette méthode et en quoi elle est basée sur des faits scientifiques, notamment les sciences humaines par exemple. Alors, c'est une méthode scientifique. Alors, on ne recherche pas nécessairement des faits, mais on essaye de reconstruire ce qu'on appelle le fonctionnement réel des organisations. D'accord. C'est-à-dire que c'est largement illustré, expliqué dans pas mal de documents scientifiques et également de livres qui en parlent, comme ceux qui ont été écrits par François Dupuis, qui nous a aidés à élaborer cette méthode. Grâce justement à la compréhension et grâce aux outils notamment de l'analyse stratégique, on comprend que l'organigramme ou les processus sont en fait la formalisation d'un fonctionnement idéal. C'est jamais comme ça que fonctionne une entreprise. Par exemple, sur les histoires de pouvoir, par exemple, sur la notion de pouvoir, le pouvoir n'est pas constitutif d'un organigramme. C'est pas parce que moi, par exemple, je suis dirigeant et gérant de Calia Performance que j'ai le pouvoir sur toute l'organisation, et j'en suis conscient. Voilà, par exemple, celui qui détient un savoir particulier sur une machine, sur une installation, sur un processus de fabrication, quelque part, il détient un pouvoir. C'est-à-dire qu'il détient quelque chose d'important pour l'organisation. Oui. Voilà. Le pouvoir, en fait, la définition, elle a été déjà définie par Crozier, Friedberg, également, qui en gros explique que le pouvoir, c'est ce qui est important, c'est ce que je détiens qui est important pour l'autre. Voilà, et ce qui me permettra de pouvoir avoir une influence et faire des choses aux autres également. Voilà, donc ces outils sont extrêmement importants parce qu'une organisation, on sait que les sciences de l'ingénieur
ont plutôt vocation à essayer de faire fonctionner l'homme à la machine. Dominique Pecot, par exemple, utilise ce terme, il dit, cette image que j'aime beaucoup, c'est qu'en gros, l'humain est invité dans le monde des machines. Voilà. Moi, je pense que, étant donné que la machine est construite par l'humain, l'humain est central. Qu'il soit dans l'organisation, qu'il soit dans un service, qu'il soit parce qu'il élabore, il met en œuvre justement un processus de fabrication, l'humain est essentiel. Et d'autant plus quand on voit un peu comment aujourd'hui les organisations luttent et ont des difficultés, notamment pour avoir des acteurs qui sont investis, qui sont engagés. Voilà, donc moi je crois que il faut avoir une vision holistique, il ne faut pas s'enfermer non plus dans un mode, dans un seul mouvement scientifique. Je pense que la sociologie des organisations est très puissante, l'analyse stratégique justement pour expliquer les jeux d'acteurs, les notions d'incertitude, le fait de pouvoir maîtriser l'incertitude qui fait que je peux du coup, par la maîtrise de cette zone d'incertitude, maîtriser quelque chose et maîtriser et avoir du pouvoir. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'analyse stratégique développée par Crozier. Mais je pense que par exemple l'anthropologie aussi est très intéressante parce qu'elle permet de comprendre ce que fait une culture, en fait ce qui constitue une culture, les croyances, les rituels, toutes ces choses qui sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent de comprendre finalement pourquoi les individus font ce qu'ils font. Voilà. D'accord, oui. Il faut aussi repartir de ce qu'expliquait Durkheim. Alors c'est un peu technique ce que je dis, mais c'est important. Oui. Toutes les solutions qui amènent, en fait toutes les analyses qui amènent une solution individuelle auront beaucoup moins d'impact que les analyses qui amènent des solutions collectives. C'est ce qu'explique Durkheim, c'est que le social a toujours en fait plus d'importance, ou en tout cas prend toujours le dessus sur l'individu. D'accord. Voilà. Donc c'est toujours le social qui va à un moment donné influencer et guider ou orienter ou gérer, si tu veux, l'organisation et ce que font les individus finalement après. Donc ça c'est très intéressant parce que par exemple ça peut expliquer pourquoi tel ou tel individu va faire dans un cas quelque chose qu'il ne fera pas dans un autre. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas copier-coller une méthode. On ne peut pas dire je viens avec mes outils et puis ça va fonctionner parce que ça a fonctionné dans l'organisation X et forcément ça fonctionnera dans l'organisation Y. Ça c'est faux de penser ça parce que chaque organisation a ses singularités, a ses perceptions, a sa culture, a son fonctionnement réel. Et donc l'idée c'est de pouvoir, grâce à notre méthode QSync, associé en fait aux sciences de l'ingénieur, parce qu'encore une fois, ce que je pense, c'est que la sociologie seule, elle fonctionne moins bien que si elle s'associe aux sciences qui sont déjà largement utilisées dans les organisations telles que les sciences de l'ingénieur. Donc en fait, l'idée c'est pas de les opposer, l'idée c'est plutôt de les rassembler. Voilà, et de pouvoir utiliser l'ensemble de ces sciences-là. Donc QSync, en gros, on va venir analyser le système au sens des sciences de l'ingénieur. Comment est-ce qu'on répond à telle ou telle norme, quelles sont les procédures qui sont en vigueur, comment en gros va fonctionner un atelier ou comment un processus va être mis en œuvre du point de vue de la norme et de la prescription. Voilà. Et puis, associé à ça, et on le voit bien dans le schéma d'ailleurs, on va faire des petites itérations, on va avoir des échanges entre ceux qui vont regarder du point de vue de la norme, du point de vue de la prescription, du point de vue de ce qu'il faut, de la façon dont on va écrire et décrire le travail. On va échanger avec ceux qui vont plutôt regarder comment au réel, comment dans la vraie vie, entre guillemets, si on peut utiliser ce terme-là, comment ça fonctionne vraiment. Donc c'est très intéressant finalement d'avoir ces deux facettes-là, parce qu'elles permettent de pouvoir avoir une vision 3D de l'organisation. On va partir sur l'explication de la méthode. Donc tu as expliqué un petit peu qu'il y avait l'approche des sciences de l'ingénierie avec l'approche plutôt, pas que sociologique, mais l'approche sciences humaines. Comment du coup on peut mettre en adéquation cette méthode pour un client par exemple ou un organisme? Alors
Ça peut être pour différentes choses, hein. Soit c'est une société qui, comme souvent, nous sollicite en nous disant voilà, je voudrais mettre en place l'ISO 9001 parce que j'aimerais que mon organisation, voilà, j'étais un peu dans un mode artisanal, je voudrais passer dans un mode plus industriel. Donc dans ce cas-là, le réflexe et la croyance de la plupart des dirigeants ou de la plupart des sociétés qui nous consultent, c'est de se dire voilà, grâce à l'ISO 9001 ou grâce à telle ou telle norme, eh ben, assurément, mon organisation sera plus robuste, sera plus industrielle et sera mieux organisée. C'est pas aussi simple que ça. Même certaines études qu'on a menées, certaines analyses qui ont été faites via QSync ont montré que la norme pouvait devenir une ressource pour les acteurs. En gros, on va justifier telle ou telle action parce que c'est écrit dans la norme, parce que la norme l'exige ou parce que l'auditeur nous a dit qu'il fallait le faire, donc du coup ça justifie le fait de faire telle ou telle action. Donc ça devient une ressource pour une stratégie de l'acteur et qui va en fait constituer finalement un pouvoir. Donc la norme peut devenir justement une problématique et d'ailleurs François Dupuis a très clairement expliqué que les organisations sont bloquées via la bureaucratisation notamment, et qu'une organisation a toujours une tendance à se bureaucratiser, et qu'on a toujours des systèmes coercitifs qui sont basés sur trois piliers, comme il l'expliquait. Ce sont les procédures, les reporting et les indicateurs. Et donc quand au début on a échangé ensemble, lui disait, ne me demandez pas d'où ça vient, je n'en sais rien, et donc moi venant plutôt du monde de la production de ces normes et de ces exigences, ben, je lui dis mais en fait moi je sais d'où ça vient, et donc je pense que si on arrive tous les deux à associer nos deux savoirs, je pense qu'on peut, en faisant tous les deux un peu de chemin, on peut arriver à finalement réconcilier ces mondes-là et faire en sorte que ces sciences justement des organisations et ces sciences de la sociologie et de l'anthropologie puissent revenir jouer un rôle important dans les organisations. Voilà, donc du coup, tout ça pour te dire que justement dans les étapes, au niveau de la méthode, on va avoir déjà une discussion avec nos clients qui vont nous dire par exemple je voudrais être mieux organisé, ou alors j'ai des problèmes de turnover, ou alors j'ai un système, j'ai un processus ressources humaines qui ne fonctionne pas bien. J'ai souvent des responsables justement de processus, qui sont plutôt des responsables finalement de service, qui démissionnent au bout d'un an. Je ne comprends pas bien pourquoi, et donc peut-être que c'est parce que mon processus n'est pas robuste et pas efficace, et donc c'est là où nous on intervient. Voilà. Et c'est là où justement on peut amener un éclairage beaucoup plus intéressant, parce que comme l'expliquait Crozier, le problème c'est le problème, c'est-à-dire que si on n'a pas compris quel était le problème, alors on va trouver des solutions certainement très efficaces, mais à des problèmes qui sont mal connus. D'accord. Et donc là, tu as mentionné des étapes. Il y aurait donc plusieurs étapes. Donc on a bien compris qu'il y avait déjà deux sortes d'analyses différentes par rapport à tes explications. Quelles sont donc du coup ces étapes significatives qu'il y a au sein de cette méthode ? Alors déjà, on va définir le champ. Oui. On va se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on souhaite observer, parce qu'on ne peut pas tout observer évidemment. Donc qu'est-ce qu'on souhaite observer ? Donc soit on souhaite observer la mise en œuvre de l'ISO 9001 ou le fait que ça ne fonctionne pas bien. On va peut-être aussi observer des analyses de risque qui ne sont pas efficaces, qui sont faites en fait juste pour faire plaisir finalement à la fin à l'organisme de certification qui vient justement valider sur ces preuves du coup. Sur ces preuves-là, la certification de l'organisme. On va avoir d'autres problématiques qui nous sont exposées. Alors c'est des symptômes à chaque fois tout ça, du style nos procédés spéciaux ne fonctionnent pas bien, on a des procédures qui ne sont pas appliquées, donc on risque d'avoir des problèmes importants sur nos produits. Voilà. C'est tous ces sujets. En fait, dès qu'il y a de l'organisation et un problème qu'on n'arrive pas à solutionner, où on a des plans d'action qui sont laissés en permanence en plan, et bien c'est là où la méthode peut intervenir.
Donc pour les petits problèmes, les méthodes 8D, 9S ont fait leurs preuves, c'est-à-dire que ça peut fonctionner, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dès qu'on est sur quelque chose de systémique, voilà, parce que c'est pareil, on nous explique que la méthode 8D, 9S, c'est une méthode qui permet de pouvoir voir la systémie. Non, parce que quand on étudie réellement ce que c'est que la systémie, alors on se rend compte qu'on est plutôt face. D'ailleurs, on a fait ces recherches-là avec nos docteurs en socio et anthropologie. On a regardé, on a épluché le 8D, 9S, et on se rend bien compte qu'on est sur quelque chose de linéaire. Il suffit de prendre les 5 pourquoi, on a déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est pourquoi, on est voilà, sur une rationalité linéaire, alors que la systémie, en fait, finalement, si je bouge un paramètre à un endroit, eh ben, ça va bouger tout un tas d'autres éléments dans l'organisation que certainement je n'aurais pas vu, voilà, en chaîne. Et donc la systémie, elle est complexe dans le sens où il faut avoir l'ensemble, si tu veux, de cette vision de la chaîne pour savoir que, à un moment donné, si tu touches à tel élément, si tu touches à une règle du jeu, tu vas avoir derrière des mouvements, des acteurs qui vont faire différemment, soit qui vont contourner ou changer leurs habitudes, parce que justement, on aura changé un des éléments de la règle du jeu. Donc ça, je pense que tu vas peut-être pouvoir aller plus loin encore là-dedans une fois qu'on va aller vers comment se déroule en fait chaque étape. Mais là, donc, dans un premier temps, tu as parlé, on identifie le champ d'application. Voilà. Avec, selon la problématique donc identifiée au départ, voilà. Si on est plutôt sur un processus, Qu'est-ce qui nous résiste, qu'est-ce qui s'oppose à nous, quel est le problème qui est, encore une fois, souvent un symptôme. En tout cas, voilà, on se retrouve face à une difficulté. Quelle est cette difficulté, qui elle touche, voilà, quel périmètre. Et donc du coup, après, il me semble qu'il y a plusieurs étapes. Enfin, il me semble, je sais qu'il y a plusieurs étapes, on pourrait les expliquer. Si on peut les expliquer, après on peut aller un peu plus dans les détails de chacun et voir qu'est-ce qui est différent par rapport aux pratiques qu'on connaît. Alors, on a essayé de coller à ce que les organisations connaissent. D'accord. D'accord. Donc que tu sois sur un DMAIC ou sur un PDCA, au début, tu vas toujours chercher à définir ou à planifier. Donc c'est ce qu'on fait au début, c'est on va définir et planifier un peu quelles sont les choses qu'on souhaite observer. Ensuite, on va aller mesurer. D'accord ? C'est une forme de mesure. C'est-à-dire que la mesure, c'est d'une part, c'est ce que je t'explique tout à l'heure, d'un point de vue de la prescription, comment l'organisation en fait a répondu aux exigences. Voilà, parce que là c'est pareil, il peut y avoir plein de façons de répondre aux exigences, plein d'interprétations. Et c'est là où nous, on vient aussi un peu réguler et redonner un peu du sens à l'interprétation. Hein, parce que cette interprétation, elle peut donner lieu à tout un tas de réponses qui ne sont pas forcément la réponse qu'attend l'exigence ou qui est attendue en termes de compréhension. Et donc on se retrouve avec une bureaucratisation, en fait, finalement, qui est... complication des documents, Voilà, elle est un peu sous perfusion, c'est-à-dire qu'en fait on va alimenter un système qui est un peu à côté de la plaque, si je peux être clair. Donc ça, on va regarder ça. Ensuite, dans le même temps, on va analyser le fonctionnement réel grâce justement à des interviews. On va aller interviewer les personnes qui font le travail, mais également ceux qui vont plutôt être sur du management, sur la gestion de projet éventuellement, sur les différentes strates. Hein, on appelle ça le carottage. Donc, de l'ensemble de la direction, éventuellement même parfois on l'a fait avec un client, d'aller voir les finances, la holding, pour voir un peu comment eux, quelle est leur perception. Voilà, et on y reviendra sur la notion de perception. Et on va aller chercher l'ensemble des perceptions, l'ensemble des éléments qui non pas sont des perceptions isolées, mais des choses qui sont partagées. On va aller chercher à comprendre ce qui vraiment est commun à l'ensemble de l'organisation. Voilà. Et on va évacuer tout ce qui est autre. Donc on n'est pas sur une individualisation, on est vraiment sur de la systémie, on va chercher à comprendre et reconstituer ce fonctionnement-là. Et puis une fois que ça c'est fait, on va rassembler les deux visions et puis voir quel est cet écart, parce qu'en fait, l'écart entre le prescrit et le réel est irréductible. Oui. On ne peut jamais finalement avoir... et d'ailleurs, ça n'a aucun sens de les opposer.
Denis, avec qui on oui, travaille, Denis. compare ça à la partition et ce que va jouer l'orchestre. Oui. C'est idiot de penser que l'orchestre va jouer la partition. Non, elle va interpréter la partition. Donc c'est exactement ça, l'explication entre le réel et le prescrit. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Et puis une fois qu'on a compris quel était le problème, on va déjà l'expliquer. Voilà, parce qu'il y a un gros travail d'appropriation par tous en fait de la problématique. Voilà, donc c'est pas toujours simple, parce que ça veut dire que il faut savoir se remettre en question, il faut de l'humilité pour reconnaître quels sont les dysfonctionnements et quel est le réel en fait. Voilà, ça fait toujours un choc de se confronter au réel, ça fait toujours un choc. Encore une fois, quand je parle de réel, pour reprendre certains sociologues, à partir du moment où on cherche à reconstituer le réel, on fait toujours une imputation du réel. Donc c'est une forme du réel. Le réel n'existe pas en fait. C'est un peu comme d'autres disciplines. Hein, le réel, on ne peut jamais le capturer. À chaque fois qu'on essaie de le capturer, il s'échappe à nous. Voilà, donc clairement, on essaie en tout cas d'avoir la vision la plus proche du fonctionnement réel. De toute façon. Voilà, pour reconstituer les jeux d'acteurs. Pourquoi tel ou tel acteur vont faire telle et telle chose. Voilà, c'est pas simplement sur la base d'une interview recueillir en fait les éléments ces données d'entrée et sur cette base-là, ça y est, on a trouvé quel est le problème. Non, en fait, ça c'est juste des données, c'est juste les matériaux qui vont nous permettre ensuite, c'est le plus gros travail de comprendre quel est le problème. Voilà, et ça demande une finesse importante de la part des personnes qui vont interviewer, parce qu'il faut arriver à aller chercher, à faire émerger quels sont les sujets, les vrais sujets, les vrais problèmes. Et donc ces interviews, ça se déroule comment, et est-ce que n'importe qui peut les faire, ou est-ce qu'il y a une technique spécifique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de qu'est-ce qui est différent d'un auditeur par exemple qui vient interviewer dans l'entreprise, entre guillemets? C'est une excellente question. Alors, j'aime beaucoup d'ailleurs les explications de Pierre Bourdieu. Il a fait une vidéo là-dessus que je trouve très, très, très intéressante, qui explique que finalement, c'est le savoir-faire de justement la personne qui va interviewer. C'est pas des questions toutes faites. On n'est pas sur un questionnaire avec des questions qui sont déjà préétablies. Voilà. En fait, c'est vraiment fin. Ça nécessite quasiment d'analyser en direct les données qui nous sont transmises, de voir ce qui est de la façade, parce qu'il y a toujours une espèce de jeu. Alors, la personne qui est en face de nous, elle peut jouer un rôle. On le sait, c'est très clairement expliqué par Erving Goffman. Erving Goffman explique bien qu'il y a les coulisses et également la scène. Donc souvent, en fait, il y a une forme de mise en scène. Et donc, du coup, on sait qu'il faut arriver à passer ce cap-là pour à obtenir la réalité. Voilà, arriver à aller au-delà de l'apparence et du jeu en fait, que l'acteur est en train de jouer. Donc ça nécessite de maîtriser le questionnement, de savoir bien rebondir et de surtout pas s'enfermer dans des questions, parce qu'en fait on va orienter forcément avec peut-être notre avis, voilà, les influences. Voilà, je vous invite à regarder vraiment les explications de Bourdieu sur ça, parce qu'il explique très clairement ce que c'est que d'interviewer, et c'est quelque chose qui est limite un art. Et quand je vois d'ailleurs certains le faire, comme j'ai pu avoir la chance de voir François le faire, c'est vraiment... moi je suis assez admiratif de ça, et je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir la manière dont ils vont orienter, dont ils vont poser les questions et faire émerger justement la réalité. D'accord. Donc c'est pas uniquement c'est une grande différence. Je dirais que l'audit n'a rien à voir. Oui. C'est pareil, c'est comme l'histoire de la partition et le réel. Il n'y a pas de comparaison à faire entre l'audit et les interviews. L'audit, c'est autre chose. L'audit, quand on regarde d'ailleurs les définitions dans l'ISO 9000 ou la 19011, on définit un champ, on définit des critères, et ensuite on va avoir un objectif. Et souvent l'objectif c'est de regarder la conformité
à la norme ISO 9001, EN 9100, voilà, aux critères. Voilà, les exigences qui peuvent également être les procédures internes, ainsi de suite. Donc c'est quand même très axé sur la vérification si on répond aux exigences. C'est-à-dire que si on a une prescription qui répond aux exigences. On n'est pas du tout en train de reconstituer le fonctionnement réel. Voilà, ça n'a rien à voir. Le Q-Sync, on ne se base pas sur les exigences. Donc, pas du tout. Voilà. Non. Et tu as des exemples, du coup, de la mise en place de cette méthode ? Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient peut-être les problématiques sans aller trop dans les détails, parce que bon, ça peut être confidentiel quand même, mais qu'est-ce que ça a apporté, quels sont les retours et les résultats en fait suite à la mise en place de cette méthode ? Alors, oui, on peut en parler. Évidemment, c'est confidentiel, donc on peut pas citer les organisations qui ont mis ça en œuvre, mais je vais en citer plusieurs. Alors, la première, c'est une grande organisation qui avait, qui avait plusieurs problèmes. Voilà, dans les problèmes qui nous étaient exposés, c'était notamment le service RH qui fonctionnait pas bien. Le service RH qui avait une problématique de turnover importante, c'est-à-dire qu'on avait des responsables qui se succédaient, qui n'y arrivaient pas, voilà, qui souvent d'ailleurs étaient en conflit avec, parce qu'il y avait des agences un petit peu partout en France. D'accord. Voilà, donc on avait un site, je dirais un siège social. À ce siège social étaient rattachés tous les services supports, tels que le service RH, qui était d'ailleurs un processus, et donc tout un tas d'autres organisations qui pouvaient être décimées un petit peu partout en France. D'accord. Donc ça, c'était dans les difficultés. Et puis un système de management qui, en fait, même s'ils avaient toujours d'excellents retours des auditeurs, quasiment jamais de non-conformité, voire jamais de non-conformité, mais ils se rendaient compte que ça ne fonctionnait pas. Voilà. Donc on avait un peu un ensemble de choses. Alors ce qui est très intéressant, c'est que en mêlant les deux, justement les deux fameuses vagues, là, on est parti sur la partie prescription, à regarder un peu ce qui se passait au niveau du service RH, et en effet, quand on prenait la norme, alors eux voulaient être conformes à la 19443 pour le nucléaire, on s'est rendu compte que quasiment, ils avaient fait un sans faute, c'est-à-dire que quasiment 100% des exigences n'étaient pas conformes. Voilà. Ils avaient en fait l'ensemble des exigences qui étaient non conformes. C'est-à-dire qu'on avait des écarts d'audit à toutes les exigences qui concernaient le service ou le processus RH. Je fasse attention parce que des spécialistes, des qualiticiens risquent de me reprendre là-dessus. Voilà. Il n'empêche que c'était le processus RH. Voilà. Du coup, si nous, on s'en tient là, on fait une restitution, comme c'est fait classiquement dans les organisations, en disant, voilà, clôture d'audit, merci beaucoup pour votre transparence, pour avoir été transparent dans vos retours, vous avez vraiment joué le jeu. Et puis voilà, vous avez 6 ou 7 non-conformités, c'est ça il me semble, il y avait à peu près 6 ou 7 non-conformités d'écart majeur sur le processus RH. Donc à quoi on pouvait s'attendre suite à ça si on faisait ce genre de restitution, et c'est fait comme ça dans toutes les organisations. Il n'y a pas aujourd'hui une organisation, moi je l'ai vécu, et aujourd'hui il n'y a pas une organisation, d'ailleurs c'est comme ça qu'on est formé quand on est auditeur, on fait une restitution, on remercie, voilà, on va féliciter, on va donner les points forts, et puis on va donner les points qui sont non conformes. Évidemment, on va se retrouver avec une forme de prophétisation. Je vous avais dit, voilà, le service RH, c'est le problème. Si on a ces turnovers-là, si on a ces problématiques-là de conflit entre le RH et les autres sites, c'est parce que en fait, on n'a pas suivi le processus et la norme. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Ce que nous a enseigné l'analyse stratégique, c'est qu'en fait, les sites avaient tout intérêt à garder la main sur leur autonomie. Et donc, du coup, à couper le lien avec le service RH. Pourquoi ? Parce que, un exemple très concret, le service RH, à un moment donné, a changé les procédures. Donc, ils ont changé les contrats, pardon. Et les contrats sont passés de 3 pages à des contrats
qui faisait 15-20 pages. Évidemment, eux l'ont fait par souci de coller à la législation. Ils ont rajouté en fait tout un tas d'éléments qui en fait permettaient de pouvoir être conformes aux exigences externes, réglementaires. Voilà. Sauf que la plupart en fait des acteurs de ce système-là, soit ne savaient pas lire, soit en fait ne comprenaient pas ce que voulait dire en fait finalement ce contrat et ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc la seule chose qu'ils voyaient, c'était un contrat qui passait de 3 pages à 15-20 pages. Donc ils sont unanimement tous allés voir le responsable du site en lui disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Évidemment, il y avait des jeux entre eux, il y avait des arrangements, voilà, que je peux pas citer ici, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau contrat? Il y a quelque chose qui ne va pas. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas très clair. Et donc, le responsable du site qui, lui, voulait garder la main et garder la paix, en fait, et garder la paix sociale, et surtout ne pas avoir de départ, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, en fait, dans ce secteur. Mais il leur a dit non mais vous inquiétez pas, oubliez ce contrat-là, on repart sur le contrat de 3 pages et puis donc ils ont eux-mêmes recruté des RH qui du coup faisaient le travail à la place du processus RH du site du siège social, exactement. Donc en fait ça n'a rien à voir avec la norme. On voit que finalement il y avait une rupture qui était faite volontaire des responsables de site pour en fait ne pas avoir à gérer des choses qui leur échappaient et garder la main sur l'incertitude et finalement garder aussi la main sur les personnes qui travaillaient pour lui. Voilà. Donc ça c'est un exemple très intéressant qui montre que soit on prend une voie qui est purement normative et donc du coup on fait plus de mal que de bien parce que si on avait fait une restitution en expliquant qu'il y avait X non-conformité sur le service RH, évidemment qu'est-ce qui se serait passé? La direction aurait certainement pris la décision de soit remettre son nez dans le système, ou alors tout simplement de licencier le responsable des ressources humaines, ou autre action qui en tout cas aurait été une action punitive, entre guillemets, alors que là, finalement, on a eu presque un responsable du processus RH qui était soulagé qu'on puisse mettre le doigt sur quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier, mais qui finalement résistait. Il ne comprenait pas pourquoi les sites ne répondaient pas, ne les aidaient pas. Voilà. Donc comment un processus qui est censé gérer les compétences peut gérer les compétences s'il y a une rupture en fait avec ceux qui font le travail? C'est pas possible. Voilà. Quand on a retravaillé avec cette société sur leur processus, on a beaucoup insisté sur la représentativité des personnes qui allaient travailler sur ces processus-là. Donc, par exemple, le processus de direction, on l'a animé et revu avec des gens du terrain et également des gens de la holding. Et on s'est rendu compte que les perceptions étaient complètement différentes entre les individus et que finalement des décisions qui pouvaient être prises par la holding avaient des conséquences directes sur les personnes du terrain. Et voilà. Et donc le fait de pouvoir travailler sur ces perceptions a permis de pouvoir régler des problèmes, peut-être parfois considérés comme des petits problèmes, mais des gros problèmes organisationnels. Une personne, par exemple, qui travaillait depuis des années avec son collaborateur, donc un manager avec son collaborateur, a découvert, en fait, finalement, le fonctionnement de son entreprise en direct. D'accord. Voilà. Il imaginait, finalement, que son entreprise fonctionnait d'une certaine manière, parce que, justement, on a libéré les discussions, les échanges, on a libéré la parole, on a pu faire émerger tout un tas de problématiques finalement qui étaient non visibles et par la prise de conscience, rien que la prise de conscience d'ailleurs permet déjà d'initier le changement.
le simple fait d'interroger une organisation, alors déjà on initie le changement. C'est-à-dire qu'on va faire prendre conscience que ah ouais, le problème c'est ça, d'accord, c'est important pour l'organisation. Et donc le simple fait d'interroger, d'interviewer, déjà en fait amorce un changement. Donc c'est très intéressant de voir, ouais, c'est très intéressant de voir la dynamique. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'on va évaluer à la fin de la mise en œuvre de Q-Sync, on va revenir réévaluer l'efficacité de ce qu'on a pu mettre en place. Parce que forcément, à partir du moment où on change les règles du jeu, alors on remodifie l'organisation. Donc c'est important de la réinterroger de façon à voir comment elle fonctionne et quels sont en fait finalement les changements, les améliorations ou éventuellement d'ailleurs des choses qu'on n'avait pas vues et même des dégradations de l'organisation. D'accord. Voilà. C'est très rare, hein, mais c'est toujours intéressant de réinterroger une fois qu'on a mis en œuvre justement la méthode, la démarche, pour en fait évaluer l'écart entre le démarrage et la fin. Voilà. Donc dès qu'il y a les premiers interviews qui débutent, on peut dire que déjà la méthode en fait elle aboutit entre guillemets. Enfin, il y a déjà des changements à ce moment-là qui vont se mettre en place. Alors elle n'aboutit pas, mais en tout cas elle engage le changement, elle engage déjà l'entreprise dans une nouvelle dynamique, dans une transformation. Ça c'est clair. Donc c'est vraiment un outil de conduite du changement. Voilà, on va vraiment travailler sur le changement dans l'organisation grâce à une compréhension une vraie compréhension de son fonctionnement réel. Voilà. Oui. D'accord. Un autre exemple. D'ailleurs, la directrice va venir témoigner sur la mise en œuvre de Q-Sync. Là, c'est pareil. Donc, c'est une volonté de s'organiser autour de l'ISO 9001. Donc, ils sont venus faire une formation sur la thématique de l'ISO 9001. Et puis, on voyait bien que il y avait une volonté de faire un peu la qualité différemment, mais sans trop forcément savoir le formaliser. Et donc, du coup, suite à une discussion, je leur ai expliqué ma vision des choses en leur disant, voilà, si vous voulez vous organiser, je ne pense pas qu'une ISO 9001 vous permettra de mieux vous organiser. Et une des problématiques qu'ils rencontraient, c'était un turnover important. Voilà, ils ont eu un très 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 gros turnover. Voilà. Et suite à ce turnover-là, ils se sont tournés vers nous parce qu'ils n'avaient plus d'autres solutions, ils ont essayé plein de choses. Et ils se sont tournés vers nous pour comprendre. Donc on a investigué, on a mis en place Q-Sync, puis on a compris en fait finalement quel était le problème. Voilà, on a pu embarquer l'ensemble des acteurs dans la refonte de l'organisation, c'est-à-dire qu'on les a rendus acteurs. Voilà, on a mis ce qu'on appelle en place de la régulation collective. Voilà. Les processus ont été écrits avec eux, et pas uniquement le responsable de qualité avec le responsable du processus. Ça a été fait vraiment avec eux, et également avec des gens qui n'avaient rien à voir avec les processus. Voilà, donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de pouvoir travailler sur les perceptions des uns et des autres. Ça permet de pouvoir discuter, même se disputer sur finalement qu'est-ce que pour nous la qualité et quel est le travail réel. Voilà, ou en tout cas, quel est le travail de notre point de vue. Voilà. Oui. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de pouvoir directement actionner sur la qualité de vie au travail. On entend beaucoup parler de QVT, on entend beaucoup parler de risques psychosociaux. Voilà. Eh bien, le principal risque, et c'est très clairement démontré par Christophe Dejour en psychodynamique, c'est d'être empêché de faire du travail de qualité. Et même Yves Clos l'a largement démontré. C'est-à-dire le fait de faire du travail ni fait ni à faire, en fait, c'est ce qui mine les individus. À partir du moment où on arrive à faire en sorte que les individus se sentent concernés, en tout cas ils ont la sensation de faire du travail de qualité, alors on règle en grande partie les problèmes de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail, toutes ces choses-là. Voilà. On peut avoir tout à fait des bureaux dans un mauvais état, voilà, de travailler dans un garage, mais si on fait du travail de qualité,
alors on est content de travailler. Voilà. Alors qu'on pourrait très bien, à contrario, avoir de superbes bureaux avec des sièges flambant neufs, voilà, des installations flambant neuves, mais si on a la sensation de faire du travail ni fait ni à faire, alors la compensation, elle ne fonctionne pas. C'est pas parce que vous avez de beaux bureaux qu'on va compenser ce mal-être et ce malaise lié au fait d'être empêché de faire du travail de qualité. Et donc on a grâce, je dirais, avec le prétexte normatif, l'approche processus, qui se veut, virtueuse. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, de l'approche processus, c'est d'arriver à décloisonner. Le silo permet aux organisations de se protéger. C'est-à-dire que quand on a une énième réorganisation, l'expertise métier, le fait de pouvoir maîtriser son domaine d'application permet de pouvoir stabiliser l'organisation. Donc en fait, il faut pas forcément lutter contre les silos, il faut comprendre en fait pourquoi les silos existent et comment finalement ça fonctionne, ça dysfonctionne. Comme l'expliquait d'ailleurs François, la collaboration, ce n'est pas naturel. Si vous avez un problème de collaboration, n'allez pas consulter un médecin, c'est normal. Voilà, collaborer, ça veut dire à un moment donné faire le deuil d'une certaine autonomie. Voilà, c'est très lié d'ailleurs à l'éthique. Donc, en finalité, cette entreprise qui nous a sollicité, aujourd'hui, n'a quasiment plus de turnover, même s'ils ont encore quelques problèmes à régler, mais en tout cas, aujourd'hui, tout le monde est engagé, tout le monde est très concerné par le système de management de la qualité, pas parce que le système de management de la qualité a amené ces résultats-là, mais parce qu'on a compris comment fonctionnait l'organisation et on a pu identifier quels étaient les leviers qui ont été ensuite traités dans le cadre justement de la mise en œuvre de la norme. Voilà. Alors, un autre exemple que je peux te donner, c'est une société qui nous a sollicité pour mettre en place de la sensibilisation. Enfin, au-delà de la sensibilisation, c'était du e-learning même. Voilà. Alors, quand on nous a sollicité, on a dit voilà, on a un problème sur les procédés spéciaux, et donc on aimerait que vous puissiez nous aider, puisque effectivement c'est une des compétences que l'on a chez nous, la maîtrise des procédés spéciaux. On voudrait que vous nous aidiez à élaborer un e-learning. Et donc, première question que je leur pose, c'est pourquoi est-ce que vous voulez mettre en place un e-learning ? Parce que les compagnons n'appliquent pas les procédures. D'accord. Et pourquoi ils n'appliquent pas les procédures ? Ils doivent les appliquer. Pourquoi ils doivent les appliquer ? Parce que c'est ce qui a été défini. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? Effectivement, on n'a pas jusqu'à présent, on n'a pas de dysfonctionnement. D'accord. Et comment ça se passe au niveau des compagnons justement qui mettent en œuvre les procédés spéciaux ? Est-ce que vous avez des conflits ? Est-ce que vous avez des difficultés avec eux ? Oui, effectivement. Quand on essaye de leur expliquer ce qu'il faut faire, ils s'énervent, ils ne comprennent pas. On a d'ailleurs eu le cas d'une formation où l'ensemble du personnel s'est levé de la formation, indigné, en disant mais vous n'y comprenez rien, c'est pas comme ça qu'on travaille, vous ne nous avez même pas consulté, et donc ils ont quitté la pièce. Donc voilà un exemple. Donc si on rajoute de la sensibilisation à un e-learning, évidemment qu'on va imposer à tout le monde. On va rajouter de la coercition. C'est-à-dire que encore plus d'incompréhension de la part de ceux qui font. C'est-à-dire qu'on va demander à une société extérieure, qui ne connaît pas le travail, d'expliquer qu'est-ce que c'est que le procédé spécial et comment ça s'applique. Et donc on a des gens en face de nous qui vont nous répondre, attendez, mais ça fait 30 ans que je fais ça. C'est pas vous qui allez m'expliquer comment je fais telle ou telle action, ou quel est mon métier en fait. Finalement. Et ils auront raison. Ils auront raison de dire ça. Et finalement, c'est venu du fait que, à un moment donné, une partie de la direction, en faisant un gamba, s'est rendu compte qu'effectivement, les procédures n'étaient pas appliquées. Et donc ça a alerté tout le monde. Ils se sont dit, mais on va au-devant d'un gros problème, c'est une catastrophe. Les procédures ne sont pas appliquées, il faut absolument que les gens appliquent les procédures.
je le comprends, puisque encore une fois, c'est quelque chose que j'ai cru Oui. et que j'ai moi-même pratiqué. Voilà, c'est une façon de voir les choses que j'ai moi-même pratiqué. Alors que finalement, on sait que les études montrent que appliquer 100% des procédures, c'est faire la grève du zèle. Le zèle est nécessaire pour réduire l'écart entre la prescription et le réel. Si on ne met pas en œuvre le zèle, alors assurément, il n'y a rien qui sort des organisations. Oui. Donc ça veut dire que les acteurs, quand ils mettent en œuvre le zèle qui amène à faire du travail de qualité, alors ils se sentent bien. Si on les empêche, finalement, et c'est une forme de désengagement, la grève du zèle, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, quand si par exemple je te dis, Laura, implique les procédures, ne réfléchis pas, tu dois appliquer les procédures. Tu vas te dire, lui, il ne connaît pas bien mon travail, et ok, pas de problème, je vais appliquer les procédures, comme ça il va vite se rendre compte que finalement il y a plus rien qui fonctionne, et que ça ne fonctionne pas. Et c'est comme ça, finalement, qu'on arrive à la fin à dire, tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, j'ai appliqué, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Voilà. Et ça vient en fait d'une forme de ce qu'appelait François la défiance managériale, de penser que finalement l'individu n'a pas à mettre en œuvre son intelligence, il suffit simplement qu'il applique les procédures et normalement tout va bien se passer. En fait, c'est même contre-productif et ça inhibe l'innovation. C'est-à-dire que de penser qu'il faut absolument appliquer une procédure va très clairement couper toute forme d'innovation. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer d'autres façons de faire. D'accord, oui. Alors que parfois, il peut y avoir en fait des choses qui nous résistent, quelque chose qui finalement ne se passe pas comme on aimerait. Un changement de temps, un changement de pièce, un changement de matière. Il y a tout un tas de choses une panne, un aléa, voilà, qui en fait ne sont pas dans les procédures, qui ne peuvent pas en fait être dans les procédures. On ne dit pas qu'il ne faut plus de procédures, bien évidemment il en faut. Il faut que ces procédures-là soient considérées comme des procédures, comme une partition, et que ce que font les acteurs soit considéré comme le zèle. Voilà, quelque chose qui est important et qui permet de pouvoir, à la fin, in fine, trouver, produire des produits conformes. Voilà. Donc, ça c'était, oui. Donc voilà, donc du coup, on a fait quand même ce e-learning, mais il est fort probable que, il n'est même pas fort probable, c'est que leur problématique de procédé spécial non appliqué n'a pas disparu. Il est toujours présent. D'accord. Voilà. On n'a pas pu aller jusqu'au Q-Sync, mais en tout cas, notre client a bien compris qu'effectivement, le e-learning n'a pas réglé le problème. C'était pas la bonne approche. Voilà. On en a plein d'autres. On pourrait en citer davantage, mais je pense qu'on a fait déjà largement le tour des bénéfices que peuvent apporter la démarche. Et en quelques mots, quels sont les retours, qu'est-ce que les clients en disent en fait de cette méthode? Est-ce que tu sais les clients ils disent par rapport à tout ce que vous avez travaillé ensemble? Alors je trouve que ça évolue énormément. On a des clients qui prennent conscience. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand ils font l'épreuve du réel, ce qu'on vient leur expliquer, tout de suite en fait vient quelque part formaliser ou expliquer de façon très scientifique quelque chose qu'ils ont perçu et qu'ils n'ont pas réussi à formaliser. Ou en tout cas ça met en lumière quelque chose qui était ressenti, mais... Voilà, quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à verbaliser. Quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à verbaliser. Et donc, aujourd'hui, les clients sont unanimes. Tous ceux qui, aujourd'hui, ont fait appel à nous et ont mis en œuvre Q-Sync sont ravis, finalement, des changements qui ont pu être opérés. Même après notre départ. On a rencontré des clients sur des salons qui nous ont dit, voilà, mais depuis que vous avez fait ça, on respire, on n'a plus de procédures qui sont lourdes, on a réduit le nombre d'indicateurs, parce qu'on travaille également sur les indicateurs, parce que les indicateurs peuvent amener justement de la coercition, des contournements. Voilà, ça c'est pareil, on pourrait en discuter dans une autre vidéo, mais par exemple choisir un indicateur de satisfaction client pourrait amener à insatisfaire un client, parce qu'on cherche absolument à avoir une note qui finalement ne règle pas le problème. Voilà, j'appelle ça un peu l'effet Carglass.
Voilà. On peut tout à fait finalement mettre 10 sur 10 et pas être du tout satisfait et aller à la concurrence parce qu'en fait on n'a pas été entendu. Voilà. Un indicateur peut vraiment avoir un effet contre-productif sur l'organisation. Si je dis demain il faut réduire le nombre de non-conformités et que je ne donne pas les moyens aux acteurs pour pouvoir le faire, alors ils trouveront un moyen de les réduire, mais d'une façon complètement arbitraire. Et donc c'est plutôt en fait d'une manière artificielle qu'on va obtenir les résultats. Voilà. D'accord. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi.